Bonjour, voilà une vidéo sur la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Alors juste un petit point sur cet adjectif, fameux, fameuse. Ça vient du latin fama. Alors ça veut dire réputation, bonne ou mauvaise. Là en l'occurrence c'est une bonne réputation. Et ça peut vouloir dire aussi célèbre histoire, histoire célèbre dont tout le monde parle, ou bien encore épisode connu de tous. Eh ben oui, c'est un drôle de conte de Dino Buzzati, a priori un récit jeunesse écrit et illustré par l'auteur italien lui-même en 1945. Alors, un petit résumé peut-être de cette histoire, c'est intéressant. Il s'agit d'un peuple d'ours. Voilà, ça retrace le parcours d'un peuple en quête d'une vie meilleure. Ils vivent dans la montagne, dans les montagnes enneigées, et ils cherchent à descendre jusqu'à la plaine des hommes. Pour atteindre leur destination, les ours sont confrontés à de nombreux obstacles et doivent se battre contre des êtres surnaturels à plusieurs reprises. Une fois arrivés dans la ville des hommes, le bonheur semble les attendre. Pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Mais alors, que vont devenir les hommes, plutôt les ours, au contact des hommes? Allons voir ça. Une situation initiale, oui, c'est l'incipit, hein, c'est le début. Voilà, Dino Buzzati lui-même, qui illustre donc son conte, et voilà un ours superbe. Oh, ça, c'est le roi Léonce. Alors, au début du conte, eh bien, le roi Léonce et son fils Tonin jouent très tendrement, et puis à un moment donné, le roi Léonce fait pas très attention à Tonin, et les hommes profitent de cet instant d'inattention pour capturer, enlever Tonin. Le roi est honteux. Vous imaginez? Se faire rapter son propre fils sous ses yeux? Non mais vraiment, c'est un scandale. Donc, le roi va décider de cacher cet enlèvement à son peuple. Il se morfond, il est désespéré, il n'en peut plus, il mange plus, il ne vit plus, mais l'élément déclencheur, c'est que, figurez-vous, il y a un hiver terrible, très très froid. Et à ce moment-là, eh bien, les ours sont obligés de quitter les montagnes parce que la vie est trop rude, et donc ils descendent dans la plaine, dans la vallée. Et cette vallée est habitée par des hommes, et ces hommes sont gouvernés par un personnage que je ne vous souhaite pas de rencontrer, le Grand-Duc, un odieux bonhomme. Évidemment, ils vont vivre de très 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 nombreuses péripéties. D'abord, une première guerre entre les hommes et les ours. Les ours sont victorieux. Ensuite, quand on suit les vignettes, la deuxième à droite en haut, eh bien l'attaque des sangliers, selon l'ordre du sire de Molfetta. Et puis ces sangliers vont être métamorphosés en ballons aérostatiques grâce à la baguette du professeur D'Ambrosis. Cette espèce de grande asperge là, toute maigre. Vous la voyez? Évidemment, ils vont rencontrer des fantômes. Ils vont vit de très difficiles affrontements avec des monstres comme le troll, le croque-mitaine, cette espèce de gros chat, regardez-le. Et puis, dernière vignette, vous voyez le petit ours là qui vole sous le projecteur? C'est Tonin. C'est Tonin. Ben oui, Tonin a été enlevé par les hommes, pas dans le but de le tuer, mais de s'en servir comme une source de distraction. Un élément de résolution, bah, fameux aussi, donc ce grand monsieur là, qui a l'air un peu hagard, bah, c'est le professeur D'Ambrosis. Oui, c'est le magicien. Et alors figurez-vous que Tonin, en fait, au départ, il n'était pas question de le tuer, mais comme le grand-duc perd le pouvoir et il se rend compte que finalement les ours sont meilleurs que lui, et que les hommes commencent à suivre les ours, si bien ivre de joie, ivre de rage, pardon, le grand-duc va tuer Tonin. Tonin s'écroule, Tonin est mort, et bah, le magicien utilise un sort pour sauver Tonin. Situation finale? Ah, évidemment, c'est tout aussi fameux. Que se passe-t-il? Le père et le fils se retrouvent. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ils décident de rester vivre auprès des hommes. Ah non, mais attendez, c'est pas du tout la fin du roman. C'est la fin de la première partie. D'accord? Le conte continue. Et on verra si ça finit aussi bien. Enfin, vous verrez, parce que je vous laisse le bonheur de découvrir. Alors, on fait le point. On a évoqué le schéma Kinner, donc un schéma en 5 parties. Situation initiale, élément déclencheur, on dit aussi perturbateur, péripéties, au pluriel, il y en a souvent plusieurs, élément de résolution,
Et situation finale. Entre la situation initiale et la situation finale, ça forme une boucle fermée. C'est un retour à l'équilibre. D'accord? C'est la structure, l'ossature, le canevas, effectivement, du conte traditionnel. On a également un registre spécifique. Eh oui, c'est le registre merveilleux. Le registre merveilleux, c'est un mélange entre la réalité et l'irréel. Et il y a des éléments surnaturels qui sont acceptés dès le départ et ne sont jamais une surprise pour le lecteur. C'est quoi là? C'est réel ou c'est irréel? Bon, je profite de cet intermède pour vous dire que face à un récit merveilleux, le lecteur accepte l'idée qu'il va être confronté à un monde surnaturel. Ici, bah, il y a des animaux qui parlent et qui se comportent comme des êtres humains. Des hommes qui cohabitent avec des ours, les ours qui font la connaissance de fantômes, des monstres effrayants qui surgissent tout à coup, un magicien qui se sert de sa baguette magique pour sauver une vie. Eh bien, vous voyez que Dino Buzzati reprend en fait le schéma classique du conte merveilleux. Mais l'auteur aime s'amuser et jouer avec son lecteur. Par exemple, il se moque de certains personnages. Vous verrez, l'ogre est pas vraiment dangereux. Le croque-mitaine, oh, il ressemble à un gros chat qu'on aurait presque envie de prendre dans ses bras. Et puis le professeur, bah, vous verrez, il a que 3 sorts et on n'est pas vraiment sûr de ses pouvoirs magiques. Enfin, vous verrez ça. Donc effectivement, Dino Buzzati reprend les motifs du conte traditionnel. On a effectivement un magicien, des monstres, un château, il y a toujours un château dans les contes, des personnages manichéens et d'autres qui évoluent. Bah oui, les personnages manichéens, vous savez, le manichéisme, c'est cette incapacité à percevoir la nuance. C'est blanc ou noir, beau ou laid. Voilà, c'est jamais entre les deux. Et puis, il y a des personnages qui évoluent en bien et en mal. Je vous laisse le bonheur de découvrir ça aussi. Donc effectivement, l'écrivain italien donne une tournure particulière à son œuvre. Le narrateur intervient aussi, vous verrez, directement dans le récit et s'adresse au lecteur pour les guider dans leur découverte des différentes aventures. Et ça, c'est une complicité tout à fait séduisante entre le narrateur et le lecteur. Alors, bah, est-ce que c'est un conte philosophique? Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que c'était publié en littérature jeunesse. Et puis, en fait, moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas seulement une histoire pour les petits. Non, non. Alors là, absolument pas. Parce que, ouais, le récit d'Ino Buzzati apparaît comme un conte. C'est vrai. Des ours vont rencontrer de nombreux obstacles et vont devoir se battre contre des êtres surnaturels pour arriver au bout de leur quête. Tout ça, c'est du conte traditionnel, effectivement. En revanche, les ours sont les véritables héros du récit d'Ino Buzzati. L'auteur fait l'éloge de leur attitude courageuse, alors que la lâcheté et la méchanceté des hommes sont souvent soulignés. 2 exemples. Le grand-duc, l'humain de ce conte, est présenté comme un tyran sans pitié, alors que le roi Léonce, un animal, lui, pense avant tout à son peuple. Donc 2 grandes figures de style sont à l'œuvre dans ce conte. La personnification, les animaux se comportent comme des personnes qui pensent, qui évoluent, qui entrent dans la construction d'un monde meilleur, dans une réflexion philosophique. Et le pendant de la personnification, c'est l'animalisation. Et oui, c'est le comportement dans lequel l'homme s'abaisse au rang de l'animal. Donc le conte a une portée philosophique, c'est une réflexion effectivement sur ces hommes à qui on ne veut surtout pas ressembler. J'espère que cela vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.